Coucou les amis! L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence dans le tout petit royaume de Navarre et se termine sur le trône de France. C'est l'histoire d'Henri IV. Au début de mon histoire, il s'appelle Henri de Navarre. C'est le petit-fils et donc l'héritier du roi de Navarre, petit royaume protestant qui se trouve au sud de la France. Henri de Navarre est également le cousin des Valois, les petits-fils de François Ier qui règnent actuellement sur la France. On reparle des Valois dans un instant. Henri de Navarre vit une enfance plutôt heureuse dans son petit royaume, mais à partir de ses 9 ans, la France est déchirée par de violentes guerres de religion. Alors petit topo sur la religion pour mieux comprendre. À l'époque de François Ier, époque qui s'appelle la Renaissance, les gens commencent à se poser beaucoup de questions, notamment sur la religion. Certains chrétiens reprochent au pape et aux évêques de s'enrichir et de vivre comme de grands seigneurs au lieu de se préoccuper de la religion. Ils décident donc de créer leur propre religion, le protestantisme. Parfois, tu entendras parler du calvinisme, c'est la même chose. Les adeptes de cette religion se nomment les protestants, et parfois les huguenots, c'est la même chose. Les protestants refusent d'obéir au pape. Ils refusent les messes dites en latin, et ils refusent d'entrer dans les églises car elles sont beaucoup trop décorées avec des statues en or et des vitraux très coûteux. Pour les protestants, la religion ne devrait pas être synonyme de richesse. Pour prier, ils se regroupent donc dans des temples très simples et le pasteur leur lit la Bible en français. Contrairement aux prêtres catholiques, les pasteurs ont le droit de se marier et d'avoir des enfants. Les protestants vivent dans les zones colorées en violet sur ma carte et les catholiques vivent dans les zones en jaune. Et donc à partir de 1560, catholiques et protestants se font la guerre. Les protestants détruisent les statues dans les églises, les catholiques injurient et parfois massacrent les protestants. Et comme dans toutes les guerres, chaque camp se trouve un chef. Dans le camp des protestants, le chef est Henri de Navarre, le roi du royaume de Navarre. Et dans le camp des catholiques, les chefs sont le duc de Guise et la reine Catherine de Médicis. Comment ça, la reine? Tu nous avais dit que les filles comptaient pour du beurre. Oui, c'est vrai, sauf quand le roi est un enfant. Regardons de plus près ce qui se passe du côté des Valois. À la mort de François Ier, la couronne passe à son fils Henri II. Henri II se marie avec Catherine de Médicis, qui vient d'une très riche famille italienne. Et tous les deux, je ne sais pas s'ils sont heureux, mais en tout cas, ils ont beaucoup d'enfants. Lorsque Henri II décède, la couronne passe à son fils aîné, François II. Il a 16 ans. Et à 16 ans, tu écoutes encore un petit peu ta maman. François II est roi à 16 ans, mais à 17 ans, le pauvre, il est mort d'une maladie. Quand François II décède, la couronne passe à son petit frère Charles IX. Mais Charles IX n'a que 9 ans. Et à 9 ans, tu écoutes ta maman. Hein? Tu écoutes ta maman. Et donc la reine Catherine de Médicis règne sur la France à la place de son petit garçon. Beaucoup plus tard, à la mort de Charles IX, la couronne passe au troisième frère Henri III. Il a 23 ans. Mais il écoute quand même un petit peu sa maman. Donc c'est bien Catherine de Médicis qui a régné pendant longtemps sur le trône de France. Henri III n'a pas d'enfant, et les autres petits frères sont décédés entre-temps. Henri III n'est pas encore mort, mais on sait déjà que lorsqu'il va décéder, la couronne reviendra à son plus proche cousin. Et son plus proche cousin, c'est Henri de Navarre. Ah mais non, mais c'est pas du tout possible ça. Henri de Navarre, c'est le chef des protestants. Le roi de France ne peut pas être protestant, les nobles n'accepteront jamais. C'est vrai. C'est pour cela qu'il y a une première tentative de réconciliation entre Catherine de Médicis et Henri de Navarre. On essaie de calmer les guerres entre les catholiques et les protestants, et pour cela, on va faire un beau mariage entre Henri de Navarre, qui est protestant, et Margot, la sœur du roi de France, qui est catholique.
Du coup, Henri de Navarre monte sur Paris avec tous ses copains protestants. On fait un beau mariage, suivi de 6 jours de fête au Palais du Louvre. Et au 6e jour, les catholiques profitent de la nuit pour entrer dans les chambres de chaque protestant et les égorger dans leur lit. Le massacre se poursuit dans toute la ville de Paris. Pendant toute la journée, les catholiques courent après les protestants qui tentent de s'échapper. On les égorge et on les jette dans la Seine. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. C'était affreux. Pendant le massacre, on a enfermé Henri de Navarre dans une chambre pour qu'il soit épargné. Bah oui, on ne peut pas tuer l'héritier du trône, sinon comment on fait après? Par contre, on l'a obligé quelques jours plus tard à se convertir au catholicisme. Et on l'a plus ou moins retenu prisonnier dans le royaume de France. Il n'était pas vraiment en prison, mais il n'avait pas le droit de quitter Paris. Au bout de 4 ans, il profite d'une autre guerre de religion pour s'enfuir et retourner dans son royaume de Navarre sans sa femme. De toute façon, c'était un mariage forcé, c'était aussi une conversion forcée. Donc la première chose qu'il fait en rentrant chez lui, c'est redevenir protestant. Et en tant que chef des protestants, il participe à 2 autres guerres de religion. En 1589, on est déjà 17 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy. Les 2 cousins Henri III Henri III, le roi de France, et Henri de Navarre, les 2 cousins, se réconcilient pour de bon et ils essaient de calmer ensemble les catholiques les plus énervés, ceux qui obéissent au duc de Guise. Le roi de France, Henri III, se fait assassiner. Sur son lit de mort, il supplie son cousin de se convertir à nouveau au catholicisme. Henri de Navarre devient Henri IV en 1589, mais les Français ne veulent pas obéir à un roi protestant. Il y a donc encore 5 ans de guerre avant que le roi accepte de se convertir une 2e fois au catholicisme. On est en 1594, Henri IV se fait sacrer roi, il peut enfin commencer à gouverner le royaume de France. Et une des premières choses qu'il fera en tant que roi de France est de rétablir la paix entre les catholiques et les protestants grâce à l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est un texte de loi qui accorde aux protestants le droit de pratiquer leur religion. Par ce texte, la France devient le premier pays à autoriser la liberté de religion, alors que partout ailleurs, dans tous les pays d'Europe, le peuple est obligé de pratiquer la même religion que son roi. La 2e chose que Henri IV fera en tant que roi est d'assainir les finances du royaume. Bien sûr, après plus de 30 ans de guerre, la France est un royaume ruiné. Et Henri IV saura aller trouver l'argent et faire de la France un pays riche. Henri IV est le premier roi de la dynastie des Bourbons, mais lui aussi, en fait, c'est un descendant de Saint-Louis à la 10e génération. Disons plutôt que c'est la dynastie des Capétiens-Bourbons. Il meurt en 1610, assassiné par Ravaillac. La couronne passe alors à son fils Louis XIII, qui a 8 ans. Sa maman est la 2e femme d'Henri IV, Marie de Médicis, mais ça, c'est une autre histoire.